So welcome everyone. Bonjour, bienvenue à tous. Comme vous le savez, les professeurs du Collège de France ont pour mission de donner chaque année une série de cours sur des thèmes différents à chaque fois. Dans le cadre de ma chaire sur les questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines, qui a été publiée il y a 3 mois sous le titre « Leçons des ténèbres, ce que la violence dit du monde », j'ai consacré la série de cette année au thème « Formes de violence ». La conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de cette réflexion et se concentre sur ce qui a été au cours des 2 dernières années la forme de violence la plus visible mais aussi la plus difficile à aborder, à savoir la destruction de Gaza et le massacre de sa population par l'armée israélienne. Je suis reconnaissant à cette institution qui a conservé pendant près de 5 siècles sa devise latine héritée du savant de la Renaissance Guillaume Budet, « Docet omnia », nous enseignons tout. Et cette institution a rendu cet événement possible alors que tant d'autres ont été interdits, annulés, victimes de censure et d'autocensure. Politique et poétique sur les ruines de Gaza rassemblent des chercheurs de diverses disciplines, de multiples horizons géographiques, qui travaillent sur des sujets variés, qui ont en commun une longue expérience de l'étude de ce qui se passe en Palestine, non seulement depuis 2 ans après les attaques du 7 octobre, mais aussi depuis plusieurs décennies, voire depuis un siècle. Leur réflexion est donc indispensable pour comprendre le moment présent, pour donner sens à ce qui a si souvent été caché et déformé par les discours officiels et la plupart des médias, mais peut-être encore plus à ce qui reste si difficile à envisager, compte tenu du niveau de brutalité exercé par l'armée à Gaza et compte tenu de l'importance du mot « renoncement » à ce qui a été longtemps présenté comme le fondement de son ordre politique et moral. Le temps est proche où ce qui sut demeurer inexplicable pourra seul nous requérir, écrivait le poète français René Char. Le temps est proche où ce qui sut demeurer inexplicable pourra seul nous requérir. Nous sommes en effet à une époque où l'inexplicable requiert notre attention. Le moment est donc venu d'affronter la réalité du déchaînement de la violence contre les Palestiniens et l'abdication des valeurs éthiques et des obligations juridiques par la plupart des pays occidentaux. Pour ce faire, j'ai réuni un groupe inhabituel de spécialistes en sciences sociales, en littérature, convaincus que nous avons besoin tant de l'expertise du droit, de l'anthropologie et des sciences politiques qui peuvent rendre la situation actuelle compréhensible à la lumière de l'histoire et de l'ethnographie de la Palestine, et les mots des poètes qui fournissent souvent le langage le plus convaincant pour saisir l'expérience et la résistance des Palestiniens, d'où politique et poétique. Mais je suis bien conscient que parler de ruines peut sembler quelque peu inapproprié dans le contexte actuel, car ce terme a une dimension esthétique, voire nostalgique, qui a été notamment mise en avant par des artistes romantiques, ainsi que par des penseurs contemporains. Les ruines évoquent l'érosion du temps, mais dans la bande de Gaza, et d'ailleurs dans une partie de la Cisjordanie, à Jérusalem-Est, au sud du Liban et sur le plateau du Golan, la dévastation est causée par la volonté humaine et est soutenue par des projets politiques. Il serait sans doute plus juste de parler de décombres, d'épaves, de piles de débris, d'infrastructures éventrées, de restes de corps, de tranchées pour des fosses communes. Certes, les mots sont importants. Au Moyen-Orient,
Le choix du mot juste est devenu un champ de bataille. Les intellectuels sionistes ont depuis longtemps théorisé l'importance de techniques de communication à utiliser pour modifier et souvent inverser l'interprétation des faits en faveur d'Israël. À cet égard, la dénomination des événements des 2 dernières années en est un exemple frappant. Consacrant un budget considérable à cette opération, 4 millions de dollars rien que pour le public français, le gouvernement israélien a réussi à imposer un vocabulaire autorisé ainsi qu'un lexique interdit pour désigner son opération militaire à Gaza. Presque tous les gouvernements, les médias occidentaux, ont scrupuleusement adopté l'expression de la guerre Israël-Hamas. Pourtant, dès le lendemain de l'attaque du 7 octobre, les plus hautes autorités militaires israéliennes ont annoncé leur projet d'effacer la bande de Gaza de la surface de la Terre, selon les mots du vice-président de la Knesset. Car, disait-il, toute la nation était responsable, comme l'avait déclaré le président israélien. L'expression courante dans la sphère publique était qu'il n'y a pas d'innocents. Une déclaration clairement articulée devant les soldats par le Premier ministre israélien lorsqu'il a mentionné l'ennemi biblique dont, je cite, « les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons devaient être tués ». En effet, dans le bombardement aveugle de ce petit territoire avec l'équivalent de 6 bombes atomiques d'Hiroshima, la destruction de la plupart des infrastructures sanitaires, l'obstruction de l'aide humanitaire et l'anéantissement de tout ce qui rend la vie vivable, a prouvé que les dirigeants israéliens étaient fidèles à leurs déclarations. Alors pourquoi utiliser l'expression « guerre Israël-Hamas » qui semble contredire à la fois les mots et les actes? Il y a au moins 3 raisons. Tout d'abord, légitimer l'opération, qui est présentée comme une simple élimination d'une organisation politique et militaire, désignée comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, mais pas par les Nations unies. Éviter les futures accusations de crimes au regard du droit international, puisque les millions de morts civiles pourraient être décrites comme des dommages collatéraux inévitables dans ce qui devait être considéré comme une guerre juste, et enfin pour offrir une justification au soutien des pays occidentaux à ce qui était considéré comme un droit inaliénable à l'autodéfense après l'agression qualifiée de pogrom. De manière symétrique, il était interdit de parler de génocide, alors que de nombreux experts mondiaux des massacres, notamment les professeurs israéliens spécialisés dans les études sur l'Holocauste, tels que Omer Bartov et Amos Goldberg, ainsi que de nombreuses organisations internationales de défense des droits humains telles qu'Oxfam, Amnesty International, Human Rights Watch, Médecins sans frontières, ou les organisations israéliennes telles que B'Tselem, et plus récemment la commission d'enquête indépendante sur les territoires palestiniens occupés des Nations Unies, ont établi qu'un génocide était perpétré par Israël au sens de la Convention de 1948. Et cela pour parler des crimes commis par Israël. Le contrôle du langage pourrait également être utilisé par l'utilisation de termes tels que otages, prisonniers, bouclier humain et crise humanitaire. Et nous savons qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de mots. À travers la manière dont les choses sont nommées, une certaine représentation du monde prend forme et se traduit par des actions concrètes, tant sur le champ de bataille, pour justifier le carnage, qu'à l'extérieur, pour justifier la répression. Ayant consacré ma première conférence inaugurale dans cet amphithéâtre il y a quelques années à l'inégalité des vies, je ne peux m'empêcher d'aborder à nouveau ce sujet, car la question palestinienne, pour reprendre l'expression d'Edward Said, m'oblige à y réfléchir sous un angle nouveau. En ce qui concerne les récentes interventions militaires de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, les chiffres révèlent indéniablement la dégradation de la valeur des vies palestiniennes
par rapport à celle des Israéliens. Lors de l'opération Plomb durci de 2008, le nombre de victimes était de 255 pour 1 pour les civils, selon l'évaluation réalisée par l'organisation israélienne B'Tselem. Et lors de l'opération Bordure protectrice de 2014, il était de 244 pour 1, selon l'étude menée par la Commission d'enquête indépendante des Nations Unies. Il est trop tôt pour établir un calcul similaire pour l'intervention militaire israélienne actuelle à Gaza. Mais à la lumière des enquêtes menées lors des conflits récents qui ont établi que les morts indirectes étaient 4 fois plus nombreuses que les morts directes, nous pourrions apprendre dans quelques années, si les enquêtes sont autorisées, que la guerre actuelle aura causé plusieurs centaines de milliers de morts, avec un ratio proche de ceux observés précédemment, mais avec un nombre absolu qui sera considérablement plus élevé. L'Institut Max Planck pour la recherche démographique a récemment démontré que l'espérance de vie avait été réduite de moitié à Gaza au cours des 2 dernières années. Pour autant, l'enquête sur la valeur de la vie doit-elle se limiter à cette arithmétique macabre? Le poète palestinien Mourid Baghouti écrivait un jour « Dans mon désespoir, je me souviens qu'il y a une vie après la mort. Mais je me demande, oh mon Dieu, y a-t-il une vie avant la mort ?» C'est ce qu'a tenté de revendiquer un projet intitulé « We are not numbers, nous ne sommes pas des numéros », créé en 2015 pour les enfants de Gaza. Vu sous cet angle, depuis des décennies, la vie des Palestiniens est rendue à peine vivable par la paupérisation, la discrimination, l'humiliation, l'occupation des terres, la destruction des maisons, le déracinement des arbres, la violence et l'arbitraire dont sont victimes la population, car ils peuvent être arrêtés sans être inculpés, incarcérés sans être jugés, tués en toute impunité, et c'est là le lot commun de nombreux habitants des territoires palestiniens. Cette dévalorisation de la vie des Palestiniens a été accueillie avec indifférence dans la plupart des autres pays du monde. Mais après le 7 octobre 2023, on est passé d'une situation passive à active, car les médias ont principalement couvert, et avec légitimité, les souffrances des familles des otages israéliens, la mobilisation de leurs partisans et les communications du gouvernement, tout en ignorant le chagrin des habitants de Gaza dont toute la famille était exterminée, le désespoir des personnes qui étaient à la recherche d'un proche dans les décombres d'un bâtiment bombardé, l'angoisse des pères incapables de retrouver de quoi nourrir leurs enfants, l'affliction des mères qui assistaient à la mort lente de leur nouveau-né affamé, la décision des parents d'inscrire les noms de leurs fils et de leurs filles sur leurs jambes afin de pouvoir retrouver et enterrer leurs restes après une attaque, mais aussi l'expression de formes de solidarité, de persévérance, de gentillesse, voire même d'espoir. Les voix israéliennes ont été entendues, celles des Palestiniens n'ont pas été écoutées. La répartition inégale de l'importance accordée à l'économie morale de l'attention est certainement l'une des formes contemporaines d'inégalité les plus extrêmes, mais également des moins reconnues. Ainsi, après 2 ans de violence incessante et impitoyable, la guerre est terminée. Enfin, du moins c'est ce qu'on nous dit. Suite à l'accord sur un prétendu cessez-le-feu le 10 octobre et suite à l'adoption du soi-disant plan de paix des États-Unis par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 17 novembre dernier, la sphère publique internationale est en effet entrée dans une phase que l'on pourrait qualifier de phase de normalisation de la situation ou de retour à la normale. Alors que les bombes continuent de pleuvoir sur Gaza, que des familles entières disparaissent sous les décombres, que l'aide humanitaire reste difficile à acheminer,
que la destruction de bâtiments et d'infrastructures se poursuit dans certaines parties de la bande de Gaza, qui sont censées être libérées de la présence militaire. Aucun de ces actes n'est considéré comme une violation de la trêve afin de préserver l'apparence d'une paix. Après le génocide, a récemment écrit le poète palestinien Fadi Jouda. Et alors que l'armée israélienne assiste les colons dans leurs attaques contre les bergers et les villageois en Cisjordanie, alors que l'armée israélienne occupe le sud du Liban et le plateau du Golan et lance des attaques à Beyrouth et en Syrie, aucune condamnation officielle n'a été formulée. Dans le célèbre roman dystopique 1984, le slogan du parti est « La guerre, c'est la paix ». Dans le contexte orwellien que nous vivons aujourd'hui, nous pourrions dire que la paix, c'est la guerre. L'acceptation de la situation actuelle comme une nouvelle norme exclut totalement les Palestiniens de toute revendication concernant leur présent et leur avenir. On supprime toute responsabilité pour les crimes commis et toute complicité avec les criminels. L'impunité devient la règle. Pire encore, ce sont ceux qui réclament justice qui sont punis et ceux qui violent la loi qui sont récompensés. Les États-Unis garantissent ainsi la protection des criminels de guerre israéliens qui sont sous le coup de mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale et pénalisent sévèrement ses juges et ses procureurs pour avoir appliqué le droit international. En fait, on pourrait dire que l'impunité, c'est la justice et l'équité est un crime. Au-delà de l'absence de responsabilité d'Israël et de l'abandon total des Palestiniens, c'est donc un nouveau monde inquiétant qui émerge à un rythme rapide sous nos yeux. En ce sens, ce n'est pas seulement le sort de ces deux peuples qui est en jeu, mais également notre destin collectif, à une époque où les principes sont bafoués et où les valeurs sont mises de côté. Comme le disait Walter Benjamin, nous vivons un moment de danger. Cette conférence ne va certainement pas réparer le silence des institutions universitaires françaises face à la destruction d'écoles et d'universités et face à l'assassinat d'enseignants et d'étudiants. Cette conférence ne réparera pas non plus le silence imposé par l'État français aux voix critiques, aux appels au respect du droit international et au plaidoyer en faveur d'une paix juste et durable. Mais j'espère qu'elle apportera un éclairage sur un passé récent qui ne peut être compris sans avoir à l'esprit une durée plus longue, aussi troublante et concernante soit-elle. Le moment est donc venu d'affronter des faits qui ont souvent été éludés et d'avoir ce que Michel Foucault appelait dans l'une de ses dernières conférences dans cette institution, il appelait au courage de la vérité. Je remercie Leila Sera, sociologue politique au Centre arabe de recherche et d'études politiques à Paris, et Marwan Rached, philologue et professeur de philosophie grecque et arabe à la Sorbonne, qui ont accepté de présider les 2 sessions de cette conférence. Je ne veux pas leur marcher sur les pieds en présentant les intervenants, mais je dirais simplement que je suis ravi d'accueillir dans notre première table ronde, qui s'intitule Politique, le professeur Nadera Shalom-Kevorkian, actuellement à l'université de Princeton, le professeur Daryl Lee de l'université de Chicago, la professeure Nadia Abou El-Hadj de l'université de Columbia et le professeur Neve Gordon de l'université Queen Mary de Londres. Et dans notre deuxième table ronde, intitulée Poétique, nous allons accueillir le professeur Houda Fakhreddine de l'Université de Pennsylvanie, le professeur Diana Allen de l'Université McGill, l'écrivain Isabella Hamad et le poète Mahmoud Al-Shaher. Ce sont des amis, je les apprécie beaucoup et je les admire, mais malheureusement, Mahmoud, qui prendra la parole en dernier, ne pourra être présent parmi nous physiquement.
Ayant vécu les 2 années de la guerre à Gaza, il a vu sa maison et le centre qu'il y avait créé être totalement détruits. Il était lauréat du programme français Pause pour les scientifiques et artistes en danger, et il aurait dû être un poète en résidence à l'occasion de ma chère au Collège de France au cours des 6 derniers mois. Mais le gouvernement français a interrompu l'évacuation de tous les lauréats. Fort heureusement, Mahmoud a pu quitter Gaza il y a 2 mois grâce au programme humanitaire du gouvernement espagnol. Il se trouve actuellement à Bilbao avec sa femme et leur petite fille. Il attend toujours un visa pour pouvoir venir à Paris. Et il nous a rejoints en ligne.